Chers amis, bonjour à toutes et à tous et je vous souhaite à nouveau la bienvenue sur ce canal. Alors avant toute chose, avant tout propos, j'ai deux petites annonces à vous faire. La première, c'est de grands remerciements, vraiment du fond du cœur pour tous les likes, les commentaires, les partages suite à la vidéo, suite au live complètement spontané et improvisé que nous avons mis en place avec Agnès, auquel s'est joint notre ami Cyril, qui est au Québec. A priori, vous avez fortement apprécié ce moment de partage, de collégialité, de vision des choses avec nos approches qui sont toutes évidemment différentes, mais qui d'une certaine manière se complètent. Et puis c'est vrai que l'union fait la force et quand on peut voir les choses avec des regards différents, parfois aussi avec des avis qui ne sont pas toujours communs, mais quand on arrive à articuler ça sur justement les choses qui sont, enfin, les perceptions qui sont communes, nous arrivons quand même à avoir une vision relativement, je ne vais pas dire certaine, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas des prophètes, mais en tout cas sereine des choses et des événements à venir. Voilà. Le deuxième point que je souhaitais aborder avec vous, c'est un point plus d'astrologie, puisque le samedi 8 juin, je propose un séminaire, un atelier de formation à l'astrologie mondiale. Alors évidemment, c'est un de mes outils de prédilection, c'est celui sur lequel, moi personnellement, ça me passionne. Eh bien, j'organise une journée de transmission de connaissances pour permettre de comprendre justement comment déterminer et le moment et la nature des mutations ici-bas, des mutations, des grands événements, des mutations de nos sociétés, que ce soit sur un plan politique, économique, social, technologique, religieuse, pourquoi pas. Voilà. Donc je propose cet atelier qui est absolument accessible à tous, pour peu évidemment que l'on soit intéressé par l'astrologie. Mais l'atelier que je propose est suffisamment didactique pour qu'il puisse être accessible à des personnes complètement néophytes, qui n'ont pas vraiment de connaissances. On va parler d'histoire de l'astrologie, on va parler de la manière dont se sont élaborés les éléments et ensuite comment on peut très simplement, sans connaissance particulière, comprendre les grandes articulations de nos époques. Puis en plus aujourd'hui, avec les sites internet d'astrologie qui sont accessibles gratuitement, eh bien on peut s'amuser soi-même à se lancer, non pas dans une interprétation, mais dans une définition, de se dire, voilà, à tel moment, il y a des choses qui vont bouger. Alors justement, les choses qui vont bouger, ça fait très longtemps que je répète que le mois de juin 2024 sera l'entrée en matière des événements les plus tendus. Effectivement, à partir de ce mois de juin, surtout à partir de la prochaine lunaison, les planètes vont être en aspect de tension les unes des autres et ça va monter crescendo jusqu'à la fin de l'année et même le début 2025. Avec, je pense, un paroxysme qui devra se situer au milieu de l'automne. Faut-il craindre ces tensions? Évidemment, dans l'absolu, on pourrait dire que oui, parce que c'est de l'énergie. C'est de l'énergie que nous recevons et justement, comment est-ce qu'on va utiliser cette énergie? Tout ça, ça va dépendre de notre niveau de conscience, de notre maturité, de nos peurs, de la maîtrise de nos émotions. Je vais y revenir parce que ça, c'est un débat qui est vraiment extrêmement important à comprendre. Donc, vous dire que les choses vont se passer tranquillement, je ne le peux pas. Évidemment, ça va vraiment tanguer. Et comme tout le monde sur cette terre n'a pas le même niveau de compréhension, le même niveau d'évolution, comment je dirais,
on n'avance pas tous à la même vitesse. Voilà. On parle de gens qui sont endormis, on parle de pigeons, on parle de moujons, enfin bon, c'est tous les noms doux que l'on peut s'envoyer de temps en temps. Mais il faut toujours simplement comprendre que, comme dans la petite enfance, les enfants ne grandissent pas au même rythme. Hein. Certains sont en avance, d'autres en retard, et ça ne veut pas dire que c'est anormal. Hein. Il n'y a pas un guide, un mode d'emploi qui doit dire bon, bah, à tel moment on doit savoir parler, à tel moment on doit savoir lasser ses chaussures, à tel moment. Non, chacun va à son rythme. Il en va de même pour notre apprentissage de la vie, qui ne se terminera que le jour de notre fin dernière, hein, c'est-à-dire quand on va se retrouver alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 6 planches. Hein. Je ne sais pas pourquoi on dit 4 planches, je n'ai pas compris. Mais bon, voilà. Je ferme la parenthèse. Tout ça pour vous dire que l'apprentissage de la vie, ça dépend exclusivement de nous, ça dépend exclusivement de notre personnalité, ça dépend exclusivement de nos capacités. Il n'y a pas de jugement à avoir en la matière parce que nous avançons tous à notre rythme. Et c'est tant mieux. Ces considérations étant dites, côté positif de ce ciel tendu qui nous arrive là, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, ce côté positif, c'est que les choses vont pouvoir enfin bouger, si je puis dire. Là, on ressent tous une espèce de blocage, votre serviteur y compris. Hein, on a l'impression que plus rien ne se passe, que plus rien n'avance. C'est comme si on était arrivé à une fin. En fait, littéralement, et ça c'est l'astrologue qui vous le dit, on est au bout d'un cycle, on est au bout du rouleau, voilà. C'est d'ailleurs souvent ce que j'entends dire à droite et à gauche dans mon entourage, mes amis ou en consultation hein, aussi. Ah là, je suis fatigué, je suis au bout du rouleau. Oui, effectivement, au bout du rouleau, ça veut tout simplement dire qu'on est au bout d'un cycle et que la vie est faite de cycles et qu'à un moment donné, quand on termine un cycle, il faut savoir terminer un cycle avant de pouvoir en démarrer un nouveau. Et bien c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Et pour terminer un cycle, comme on a tendance à vouloir se reposer sur nos lauriers, on aime notre confort, et c'est normal puisqu'on est là aussi pour construire notre sécurité, notre confort, mais la vie nous impose d'être toujours en mouvement. Les choses ne sont pas figées, les choses ne sont pas immuables. Donc on doit accompagner une certaine évolution de la vie, une certaine évolution évidemment individuelle, mais aussi une évolution collective. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et c'est pour ça que ces planètes, finalement, quand elles arrivent en tension les unes des autres, quelque part, elles sont là pour un petit peu nous botter le cul, si je puis dire, nous faire bouger littéralement, nous obliger à bouger, nous obliger à changer de matrice pour en construire une autre qui va durer un certain temps avant de pouvoir aussi être dépassée et puis en construire une autre plus grande, etc., etc., etc. Donc, oui, les événements qui vont arriver ne vont pas être confortables, ne vont pas être agréables, mais ils vont nous permettre de bouger. Et on dit que c'est toujours dans le chaos qu'on aperçoit la lumière. C'est dans l'obscurité qu'on aperçoit la lumière. Et c'est quand on aperçoit la lumière et qu'on se rend compte qu'on est dans le chaos, que spontanément, on va se diriger vers cette lumière. J'en arrive aux propos un peu philosophiques, un peu mythologiques de cette vidéo. J'ai eu pas mal de fois ces derniers temps, je dirais une bonne dizaine de fois, des discussions à propos d'un certain nom qui peut faire peur bien souvent. Un nom qui, alors là, à la base, ce nom, c'est étymologiquement parlant, c'est le porteur de lumière. Porteur de lumière, en latin, ça se dit Luciferi. Et Luciferi a été contracté pour donner un nom qui fait peur à beaucoup de gens, le mot Lucifer. Donc Lucifer, mot à mot, littéralement parlant, c'est Luciferi, ça veut dire porteur de lumière. Aujourd'hui, la plupart du temps, évidemment, on lui attribue une connotation
péjorative, pour ne pas dire maléfique. Bah, c'est aussi oublier que Luciferi, c'était le premier surnom donné au Christ. Le porteur de lumière, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On porte la lumière, c'est ce qui est rassurant, la lumière c'est la conscience, c'est ce qui nous permet de voir dans les ténèbres. D'ailleurs, en astrologie, les astrologues connaissent très très bien ça. Luciferi, c'est l'autre nom de la planète Vénus. Or, évidemment, si je vous dis spontanément le mot Vénus, vous pensez à quoi? Tout autre chose que le nom Lucifer. Vénus, c'est bien sûr la planète de l'amour, c'est la planète de l'harmonie. Pour les astrologues, nous savons que Vénus a 2 visages. Toute chose d'ailleurs a 2 visages. Mais chez Vénus, c'est tout à fait particulier parce que dans son mouvement extrêmement parfait, elle a une écliptique qui est quasiment parfaite autour du Soleil. Elle a des jeux de rétrogradation qui dessinent une étoile dans le ciel, un pentagramme. Et selon qu'on l'on le voit dans un certain sens ou dans l'autre sens, on va lui attribuer des choses plus ou moins positives ou négatives. Ce que je veux vous dire par là, c'est que quand on attribue le qualificatif de Lucifer à la planète Vénus, la planète de l'harmonie, c'est tout simplement quand Vénus précède le Soleil. Parce que Vénus a cette particularité, soit d'être devant le Soleil, soit d'être derrière le Soleil. Quand elle est devant le Soleil, on l'a dit Vénus Lucifer. Quand elle est derrière le Soleil, on l'a dit Vénus Hespérus. Vénus Lucifer, c'est tout simplement l'étoile du matin. C'est quand on la voit à l'aurore, au petit matin, on voit ce grand point lumineux et elle est dit Lucifer parce que tout simplement, elle apporte la lumière qui va permettre de chasser les ténèbres, de chasser la nuit pour une renaissance, pour un nouveau jour. Elle est dit Hespérus quand elle est l'étoile du soir, c'est-à-dire qu'on la perçoit juste après le coucher du soleil. Hespérus, tout simplement pourquoi? Parce qu'elle est là pour nous donner l'espoir dans la transition nocturne, hein, c'est-à-dire on va traverser une période d'obscurité, donc elle est quand même là pour nous dire « gardez l'espoir ». Dans la mythologie, on a aussi beaucoup de renseignements. Le porteur de lumière, dans les mythes grecs par exemple, hein, de toute éternité, le porteur de lumière existe dans toutes les traditions, dans toutes les civilisations. Chez les Grecs, c'était Prométhée. Et Prométhée, c'est le bienfaiteur de l'humanité, c'est lui qui est venu donner la lumière aux hommes, la lumière à l'humanité. Alors qu'est-ce que nous apprend le mythe de Prométhée dans ce chapitre-là? Eh bien, nous apprend tout simplement à la création du monde, les dieux, sous-entendu les dieux de l'Olympe, ont créé l'homme à leur image, à partir de statues d'argile. C'est Prométhée qui a façonné l'homme, et puis c'est la déesse Athéna ensuite qui est venue insuffler le souffle de vie pour animer ces petites statues d'argile qui font ce que nous sommes aujourd'hui, littéralement parlant. Il a été confié aux frères de Prométhée, Épiméthée, de distribuer un certain nombre de dons, un certain nombre de talents à toutes les créations terrestres. Hommes, bien sûr, mais aussi tout ce qui est les animaux, les plantes, enfin bref, tout ce qui est de l'ordre de la vie sur Terre. Mais Épiméthée, qui est aussi surnommé le sot, il a effectué son travail de manière extrêmement consciencieuse, à un petit détail près. Il a oublié de servir les hommes. Enfin bref, il a d'abord servi les plantes, les animaux. Aux animaux, il a donné la force, la férocité, l'agilité, etc., etc. Puis en arrivant à l'homme, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien dans sa besace, qu'il avait déjà tout distribué. Donc c'était une injustice. Et son frère, Prométhée, le prévoyant, le bienfaiteur de l'humanité, a voulu corriger cette injustice en allant dérober aux dieux, sur le mont Olympe, tout simplement le feu divin pour le confier aux hommes. Mais là, il y a un problème.
Parce que, d'abord, il a volé les dieux, ça ne se fait pas, c'est pas très poli, on va dire, c'est irrespectueux, donc il va être puni pour ça. Et puis 2, il a quand même confié un pouvoir et une arme infiniment puissante, hein. C'est-à-dire que le feu divin, c'est la lumière, c'est l'élévation de conscience, c'est l'énergie. C'est ce qui permet bien naturellement aux hommes de pouvoir se chauffer, de pouvoir manger, de pouvoir cuire ses aliments. Mais ça sert à plein de choses, le feu. Sans feu, il n'y aura pas de vie, hein. Sans le soleil, évidemment, il n'y aurait pas tout ce que nous voyons autour de nous. Le souci avec le feu divin, c'est la manière dont les hommes vont s'en servir. Sachant que là, nous sommes à la création de l'humanité, que l'homme est encore expérimental, ou en tout cas, il n'a pas encore fait toutes ces expériences qui lui permettent de s'élever, qui lui permettent de maîtriser ses complexes d'infériorité, de maîtriser ses peurs, de contrôler ses émotions. Donc, quand on donne une telle arme, appelons ça une arme, hein, le feu divin, à des êtres entre guillemets frustes, eh bien c'est aussi prendre un risque de mal s'en servir. Quantité de mythes grecs, romains, égyptiens nous parlent toujours de cette chose. Un autre mythe grec, vous savez, c'est le char d'Hélios, le char du feu soleil. Quand son fils, à un moment donné, a voulu prendre le contrôle de ce char, comme il ne savait pas le maîtriser, il s'est approché tellement près de la terre qu'il a tout cramé, qu'il a tout détruit. Donc, effectivement, nous donner des armes, c'est aussi nous donner la responsabilité de nous en servir. Et quand on est empêtré dans nos peurs, quand on est empêtré dans un obscurantisme, eh bien le réflexe, c'est très vite de se servir de cette arme à des fins personnelles, égoïstes et sans conséquence. C'est très vite donner la possibilité à des êtres peu élevés de se prendre pour des dieux. Et on connaît tous ça, hein. Donner quelque chose à quelqu'un, on le voit aujourd'hui autour de nous par rapport à un certain gamin à qui on a confié le pouvoir et qui en fait n'importe quoi, qui est en train de se prendre pour un dieu. D'ailleurs, c'est pas anodin. Lui-même se prenait pour Jupiter. Donc vous voyez bien à quel point il est dangereux de confier la lumière, de confier le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas les capacités de l'assumer parce que tout simplement, il est empêtré dans ses peurs, il est empêtré dans son complexe d'infériorité, il est empêtré dans ses insuffisances et il est empêtré dans quelque chose qui est la peur des émotions ou la peur de la vie. Pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, tout simplement parce que la lumière, il faut bien comprendre qu'elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Alors, le but, c'est qu'elle soit bonne, mais elle peut être mauvaise si on ne sait pas s'en servir, si on ne sait pas l'utiliser pour justement sortir des ténèbres, comme nous le propose Vénus, l'étoile du matin. On appelle ça aujourd'hui le combat spirituel entre le bien et le mal. En fait, il faudrait plutôt le résumer à un défi d'apprentissage. La lumière est en train d'arriver, incontestablement. Mais qu'est-ce que nous allons en faire? Tout revient en fait à cela. Et quand on nous donne quelque chose, ou quand on construit quelque chose de nos mains, eh bien, il y a une phase d'apprentissage, une phase d'élévation, une phase de construction, puis il y a une apogée, et enfin, il y a une phase où on récolte les fruits, ou alors où on se casse la figure. C'est ça, le mouvement cyclique que connaissent et qu'exploitent les astrologues pour comprendre les grandes mutations de notre temps. C'est ça aussi que décrit Vénus dans le ciel, hein. Soit Vénus est Lucifer, soit les Hespérus. Je dirais que Lucifer elle est en phase croissante et Hespérus elle est en phase décroissante. C'est-à-dire que derrière tout ça, qu'est-ce que l'on fait de nos responsabilités quand on obtient la lumière? Vous construisez un projet,
il va avoir une phase de croissance, puis à un moment donné, il y a un point d'aboutissement, il y a une apogée. Soit c'est un échec, soit on a mal exploité nos talents initiaux, soit c'est un succès. Si c'est un échec, eh ben, il faut juste accepter que ça ne marche pas et va falloir plutôt se servir de cet échec pour se relever, pour apprendre à marcher. Un enfant qui chute, finalement, il chute pour apprendre à se relever et pour apprendre à marcher. Un cavalier ne sait pas faire du cheval s'il n'est jamais tombé. Il en va de même de toute chose dans la vie, dans l'expérimentation humaine. C'est ainsi que vont les choses et c'est ainsi qu'il faut comprendre que, en fait, tout n'est qu'expérience, tout n'est qu'opportunité d'apprentissage et qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas d'échec en soi. L'échec, évidemment, est constructeur. L'échec nous permet de nous relever, de pouvoir recommencer en corrigeant les choses. Là où ça devient un peu critique, c'est quand on recommence en refaisant exactement la même chose. C'est Einstein d'ailleurs qui disait que la sottise, c'était recommencer la même chose en s'attendant à un résultat différent. Bon ben voilà, il avait résumé quelque part le sens de la vie. Voilà, chers amis, sur ces quelques mots, je vais vous souhaiter une belle journée, un bon week-end qui s'annonce. Enfin, en tout cas, en Bretagne, vous voyez, il s'annonce plutôt pas trop mal. Et puis, pour celles et ceux qui sont intéressés par mon séminaire d'astrologie mondiale, donc encore une fois, je dis qu'il est accessible à tous. Il est suffisamment didactique pour être compris, même sans connaissance particulière. Eh bien, je vous propose de me contacter sur mon email jean-philippe-collet.astrologue@gmail.com, mais je mettrai également dans la page communauté de ce canal le bulletin d'inscription. Alors oui, c'est un bulletin d'inscription, je suis bien sûr, petite précision, cet atelier est payant. Voilà, je le propose à 100 € la journée. C'est une transmission de savoir. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt sur ce canal.